Alors, la première structure dont je voudrais parler, c'est ce qu'on appelle la structure de conditionnel. Alors, en programmation traditionnelle, pour ceux qui ont l'habitude, un programme, c'est une suite d'instructions. En général, elles sont notées verticalement, hein, donc on les imagine s'exécuter verticalement. C'est ce qu'on appelle la séquentialité, elles sont exécutées les unes derrière les autres. Mais il existe aussi ce qu'on appelle des embranchements, une sorte d'aiguillage, un peu comme dans les trains, hein. Il y en a un qui va telle partie de l'aiguillage et l'autre qui va sur la terre, et puis après on reprend le chemin traditionnel. Et bien là, ça fonctionne pareil. Vous avez le programme qui s'exécute donc du haut vers le bas, et là on arrive à un endroit où le programme, c'est des valeurs qui sont calculées, hein, des variables qui ont des valeurs, des numériques ou autres, et ainsi de suite. Et là, on va prendre une particularité de ces variables, on va la tester, on va regarder si elle est plus grande que, ou plus petite que, ou enfin autre chose, et puis ça va donner un résultat vrai ou faux. Et selon la valeur de ce résultat, on va exécuter un type d'instruction, ou, si c'est faux, un autre type. Et ensuite, on recommence. Un exemple très simple, vous avez un petit robot qui avance, donc l'action de base, c'est avancer, mais il y a un test, il a des testeurs, des capteurs, et il dit s'il est contre le mur. S'il est contre le mur, le résultat est vrai, et à ce moment-là, il faut qu'il fasse demi-tour, et qu'il reparte. Donc, on va faire demi-tour ici, et puis on va avancer, d'accord? On va continuer à avancer. Et puis, si par contre le test est faux, c'est-à-dire s'il n'a rien devant lui, il faut qu'il continue simplement à avancer. D'accord? Donc il y a deux possibilités, soit il fait demi-tour, soit il ne fait pas demi-tour, en gros. Voilà, alors ça c'est pour la programmation ordinaire. Maintenant pour les géométriques nodes, alors c'est un petit peu différent parce que le flux de données dans les géométriques nodes, il va de la gauche vers la droite. Donc, c'est une arborescence, hein, vous l'avez ici. Donc ça va être remplacé par une structure un peu comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Bon, en gros, de l'arborescence arrive le flux de données ici, et ici il y a un point de bifurcation entre, d'un côté on va calculer la fameuse évaluation, hein, par exemple, le robot, si je suppose, ou robot ou un objet est près d'un autre objet, et on va le calculer, ça, on va dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, ou par exemple la hauteur est-elle à telle hauteur, l'objet a-t-elle atteint telle hauteur, si c'est vrai ou si c'est faux. Et selon les cas, on va dire il faut qu'il avance, ou au contraire, il faut qu'il reste sur place, ou qu'il fasse demi-tour, et ainsi de suite. D'accord? Donc on va avoir deux sous-arborescences qui vont correspondre à la valeur vraie ou fausse de ça. Et ça, maintenant que ces trois trucs-là, ces trois sous-arbres sont calculés, on va les faire s'embrancher, si j'ose dire, par ce système qu'on appelle un switch dans les géométriques nodes, c'est-à-dire en gros, on va injecter ici la valeur du test, vrai ou faux, ici on va mettre la suite d'instructions qui correspond à faux, et ça, la suite d'instructions qui est vraie. Puis après, bien sûr, on branchera la suite. C'est ce qu'on va voir ici sur un petit exemple. Alors pour illustrer en 3.5 alpha comment, bon, et toutes les versions inférieures, et bien sûr supérieures, il y a beaucoup de versions inférieures qui comportaient déjà cette structure de conditionnel, on va essayer de faire ça, d'accord? C'est-à-dire, on va, ici, on va avoir 2 points, hein, l'arborescence ça va être 2 points, et on va regarder la distance qui les sépare, si la distance est plus petite que 2 par exemple, on va afficher vrai, et sinon on va afficher faux. En gros, c'est ça qu'on va essayer de faire, en utilisant cette technique-là. Bon, alors, on va prendre donc, s'il veut bien, je voudrais retirer ça, voilà. Je vais prendre donc 2 points, je vais prendre en géométrique node, je vais me mettre en géométrique node, je vais faire new, puis je vais me servir du cube comme prétexte, et je vais introduire tout de suite 2 points, hein, qui vont jouer le rôle d'acteur l'un par rapport à l'autre. Alors pour ça, vous allez ici dans Shift A, vous allez dans Point, et dans ces versions-là, vous avez Point tout seul, comme ceci. Et alors on va donner à celui-là un diamètre virtuel, hein. Les points, c'est des coordonnées x, y, le radius, c'est pour simplement une apparence à l'écran, mais ça n'a pas de sens
au point de vue géométrique. Pour pouvoir les afficher simultanément, je vais faire un joint entre les deux. Donc Shift A, joint, géométrie, voilà. Toc, je vais déjà en afficher un. Pouf. Voilà. Alors vous voyez que comme je me suis sur... alors ça, il faut quand même le noter. Comme je suis sur point cloud point, les positions apparaissent et le radius apparaît. Hein. Si je suis sur vertex, je ne verrai rien du tout. Hein, vous voyez, je ne vois rien du tout. Donc mettez-vous bien sur point. Hein. Voilà. Bon, une fois que j'ai ça, je vais faire le deuxième pareil. Donc je vais faire Shift D. Puis je vais le déplacer sur l'axe des Y de, je sais pas moi, point 2, de 2 points, de 2 unités Blender. Je vais mettre une taille différente peut-être, point 3 pour qu'on les distingue. Voilà, et puis je vais les afficher simultanément. Voilà. Bling. Vous voyez, il y en a un là qui est là. Bon, je vais mettre mon curseur à côté. Voilà, ils sont tous les deux là. Bon, maintenant, alors ce que je voudrais, c'est mesurer la distance entre les deux et essayer de voir quand est-ce qu'ils sont suffisamment près, et ainsi de suite. Alors là, je vais faire appel à un node que je maîtrise pas du tout parce que je comprends pas trop bien comment il marche. J'arrive à le faire marcher, mais c'est pas... Bon, on peut faire autrement, on peut faire tout à la main, on peut calculer les distances à partir des positions x, y, z, racine de... Voilà. Mais bon, c'est pour vous montrer qu'on peut utiliser les ressources de Blender. Donc ce node, il s'appelle proximité géométrie, géométrie proximité, pardon. Le voilà. Hein. Alors il renvoie soit la position des nodes les plus... de ce qu'on choisit ici, c'est-à-dire en général, moi je choisis des points, mais ça peut être des faces, et les points les plus près sont renvoyés sur cette position-là, et la distance, par contre, est renvoyée ici. Alors, comment on va faire avec ça? Eh bien, on va mettre tout simplement Shift A, on va faire un Input Position. Position, où est-ce qu'il est, je sais plus où il est. Il est déjà en géométrie, j'ai du mal. Hein. Ah oui, Read. Position, voilà, il est là. Donc je vais aller lire la position de ce deuxième point, et puis je vais la comparer avec, comme target, celui-là. Ah pardon, je l'ai décroché. Qu'est-ce que je fais là? Je ne comprends pas trop là. Alors, je vais ici prendre ce truc-là, je vais mettre ça comme target, et puis je vais prendre la position ici comme source position, hein, c'est-à-dire que je mesure à partir de celui-là, théoriquement, si je ne me suis pas trompé. Alors, ce que je vais sortir, je vais regarder, je vais essayer de voir avec un viewer. Hein. Le viewer, il fait aussi des choses un peu étranges. Ouais, d'accord, d'ailleurs ça commence. Voilà, si je mets ça là et que je mets ça là, boum, vous voyez qu'il me sort 2. A priori 2 tout seul. Bon, ce qui est un trompe-l'œil. Alors, je comprends pas pourquoi, hein. Tout m'échappe, peut-être. Si je mets en point, ouais, c'est toujours pareil. Bon. A priori, la distance est 2, et si je fais bouger ici, hein, vous voyez, la distance bouge correctement. D'accord? Mais, X. Si, maintenant, j'essaye de voir, je mets un comparateur de cette distance, donc je vais faire la structure ici, je vais vous la rappeler. Donc ici, j'ai calculé mon test, hein. Enfin, je vais calculer mon test, j'ai mon arborescence qui produit des valeurs, et là, je vais comparer la position de mes deux points, et je vais regarder si elle est supérieure, par exemple, à 2. Voilà. Donc, voilà, j'ai encore mélangé les deux fenêtres, une fois de plus. Ça, c'est le problème quand on manipule plein de fenêtres. Alors, je vais donc ici faire une comparaison. Shift A, compare, utilities math, compare, prendre un peu d'espace.
hein, c'est des notes qui sont assez longues. Donc je vais faire less than, plus petit que, je vais prendre 2, ou 2, ou 3, ou 2, peu importe, 2. Et je vais prendre, a priori, directement la distance. Et vous allez voir que c'est là que il y a des choses qui m'échappent un peu. Bon, on verra tout à l'heure. On peut s'en sortir, hein, rassurez-vous. Alors, maintenant, bien content d'avoir ce résultat qui doit me donner ici vrai ou faux, je vais donc manipuler mon switch, utilities, switch, hein, je vous rappelle l'idée, je vais mettre le switch ici, bing, ah, pourquoi il se met en rouge? Bon, a priori, ça a l'air d'être parce que je dois sortir en string, mais vous allez voir que c'est pas si clair que ça. Alors, ce que je voudrais sortir, c'est vrai ou faux, selon selon que c'est vrai ou faux, quoi. Alors, afficher, quoi. Afficher ici, vrai ou faux. Donc, je vais faire Shift A, je vais faire un input constante string. Voilà. Je vais mettre dedans vrai. Je vais la connecter en dessous et je vais faire Shift D et faux. Hop. Alors, je vais descendre vrai ici, que je vais connecter ici, et faux ici. Voilà. Digne. Et je voudrais sortir ça à l'écran. Donc je voudrais ici jointer avec la transformation de la string en curve pour pouvoir l'afficher. Donc je vais chercher string to curve. Voilà. Hop. A priori, ping, ping, hop, et hop. Bon, d'accord. Je suis trop embêté. Je vais essayer. Hop. Et là, rien ne s'affiche. Alors, j'ai cherché longtemps, et il semblerait que là, il y a quelque chose qui est un peu étrange dans la sortie de ce node là. La seule solution que j'ai trouvée, c'est d'échantillonner la sortie sur les index, enfin sur les index, et sortir une index spéciale, la valeur qui correspond à une index spéciale. Il semblerait qu'il sorte toute une série de valeurs. Mais je ne peux rien prouver, je ne peux rien dire. Je suis là, la limite de mes compétences, je l'ai atteinte. Donc je vais faire Shift A, je vais ajouter simplement un géométrie simple, voilà, simple nearest, voilà, simple index, que je vais glisser ici, sur lequel je vais brancher la distance et la géométrie de lui, du premier point. Et là, ça semble marcher. Regardez, si eh ben non, ça marche pas, vous voyez. Pourtant, position, target. Oui, tout est bien posé. Ah oui, non, mais j'ai pas branché la bonne géométrie, pardon. Oh, excusez-moi. J'ai fait une bêtise. J'ai branché cette géométrie-là sur. Bah oui, sinon je mesure pas la distance entre les deux. Hein. J'ai fait une bêtise là. Voilà. Alors là, hop. Oh, pardon. Je grossis. Comme ça, vous le verrez mieux. Voilà, voyez, vrai, faux, vrai, faux. Alors, je reprends, hein, j'avais fait une bêtise, j'avais le géométrie target, ici c'est le point 1, et la position c'est les positions des points ici. Et ici, au contraire, avec le simple index, je viens échantillonner sur cet objet-là. Alors là, gros point d'interrogation, c'est pas très clair pour moi.
Alors, récemment, dans 3.5 Alpha, il y a une version très spéciale qui est sortie et qui permet de faire une chose que, bon, quelque part, j'attendais depuis longtemps, c'est-à-dire la deuxième structure de Blender, c'est-à-dire la deuxième structure des géométries nodes que j'attendais, c'est la notion de boucle. Alors qu'est-ce que c'est une boucle? En programmation, il y a deux structures fondamentales, c'est le conditionnel qu'on vient de voir, et la boucle. Et la boucle, c'est quoi? Alors, un petit schéma pour comprendre. Alors, vous regardez simplement cette partie-là. Repartez toujours avec l'idée qu'en programmation traditionnelle, on va du haut en bas, et donc on a un programme qui se déplace comme ceci. Et là, il y a un phénomène, non, enfin, à la fois d'embranchement et pas d'embranchement, mais qui permet de revenir en arrière. Vous allez voir. Alors, ici, le programme arrive. Ce qu'on appelle, on a un compteur, c'est-à-dire qu'on va se mettre à compter un certain nombre de fois, disons, une action. À partir de ce compteur, on le compare à un maximum que nous-mêmes, on a choisi. Par exemple, mettons un nombre, 5. Voilà. Donc le compteur étant à 0, on regarde si ce compteur a été initialisé à 0, on regarde si ce compteur a atteint la valeur 5. Si c'est vrai, s'il est inférieur à la valeur 5, si c'est vrai, alors on va exécuter des instructions, on va augmenter le compteur de 1 et on va revenir en arrière, on va recomparer le compteur, ce qui cette fois vaut 1 avec 5. D'accord? Alors 1 est toujours plus petit que 5, on réexécute donc l'instruction et ainsi de suite. Alors vous voyez que jusqu'à 4 par exemple, eh bien le compteur étant égal à 4, il est plus petit que 5, on réexécute les instructions et on augmente le compteur de 1. Et cette fois quand on revient, le compteur n'étant plus inférieur à 5, eh bien on sort. D'accord? Donc on a un phénomène de rotation de l'exécution ici, qui est, on compte le nombre de fois, on a un compteur qui permet de limiter le nombre de fois où on va exécuter ce paquet d'instructions ici. Alors ça permet de faire ce qu'on appelle une itération ou une boucle. Les deux sont. Alors qu'est-ce qui se passe dans Blender? Eh bien, Blender a créé, dans sa dernière version expérimentale, l'équivalent d'une boucle, en quelque sorte. Alors, c'est une arborescence qui va de gauche à droite. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un node d'annonce qui s'appelle le node simulation input, un node d'annonce de la fameuse boucle en question, c'est-à-dire de ce phénomène-là, c'est tout. Ça, c'est l'intérieur de la boucle, c'est-à-dire c'est les instructions qui sont là, c'est un sous-arbre, je vais faire un traitement, et ça, c'est le pied de la boucle, c'est-à-dire j'arrive ici et plouf, j'en repars. Alors vous me direz, qui est-ce qui dirige cette espèce de permutation ici de simulation? Et qu'est-ce qui va me permettre à un moment donné d'en sortir? Eh bien, c'est la timeline. La timeline, vous voyez qu'ici, si je grossis un petit peu, vous avez allé à 0, donc ça correspond, si j'ose dire, à l'initialisation du compteur. Le compteur est à 0. Et à chaque tour, je vais lancer la timeline pour qu'à chaque tour, si j'ose dire, elle avance d'un cran. Les frames vont avancer d'un cran, jusqu'à une certaine limite que je me suis fixée, par exemple ici 250 qui correspond au max. Donc, à chaque frame qui va être exécuté, si j'ose dire, eh bien, je vais faire un tour et je vais donc exécuter cet arbre-là. Et j'ai donc le phénomène de boucle qui se produit. C'est-à-dire que la timeline sert de compteur, si j'ose dire, de la boucle. Voilà. Et après, quand on a fini, quand on arrive à end, ici, c'est-à-dire la fin de la timeline, eh bien, on sort de la boucle et on continue dans la suite de l'arborescence. Ils ont donc réussi à simuler quelque chose qui ressemble à une boucle à l'intérieur de Blender. Alors, on va voir ça tout de suite dans donc cette version 5.0 alpha où il y a marqué simulation de node. Vous regardez sur
comment s'appelle, la plateforme de Blender. Alors, pour voir un petit peu comment ça marche, ce truc, on va essayer, hein, bêtement. Alors, on va prendre le cube, par exemple, et on va faire apparaître la timeline, puisqu'on en a besoin. Donc ici, je suis obligé de faire un horizontal split. Voilà, je coupe en deux, et je vais faire apparaître ma timeline. Voilà. Et je vais avoir besoin de mettre en Geometry Nodes. Bon, j'ai peut-être été un peu rapidement. Voilà, j'étais en Geometry Nodes et j'ai fait ma répartition en ajoutant la timeline. Alors maintenant, je vais créer un nouveau Nodes, voilà, et j'ai mon cube dedans. Alors comment faire justement cette fameuse boucle? Eh bien, je vais ajouter, je vais ajouter ces nodes simulation, hein, je vous rappelle. Vous les avez là, simulation, node simulation input et output. Alors un petit conseil, comme c'est une version un petit peu fragile, si j'ose dire, je vous conseille vivement de faire Shift A et d'insérer d'abord la simulation. Vous voyez, c'est dans simulation, l'output. J'ai eu quelques pépins en mettant d'abord le input, ce qui paraissait logique, mais bon, c'est des petits ennuis de jeunesse. Donc, simulation input, cette fois, je peux le mettre là. Alors, vous voyez qu'il se produit, c'est pas très visible, mais vous voyez, il y a une espèce d'entourage ici qui montre que ça va être le corps de la boucle. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre une instruction. Alors, par exemple, ici, je vais faire avancer mon cube un certain nombre de fois. Alors, je vais fixer, par exemple, j'aimerais qu'il avance de 10 pas. Donc, je vais faire 100 et je vais le faire avancer de 0,1 à chaque fois. D'accord? À partir... Alors si je vais de 1 à 100, je vais le faire 100 fois. Si je pars de 0, je vais le faire 101 fois. Hein. Donc là, il y a un petit décalage par rapport à... Bon, on pourrait mettre 0 à 99. Hein. Bon. Mais bon, pour pas vous perdre, je mets de 1 à 100. Alors maintenant, je vais mettre au milieu Shift A la manière dont j'avance. Donc géométrie, transforme. Boum. Et puis là, je vais dire, alors voyez, je le mets à l'intérieur, pouf, là, le corps, l'enveloppe, et je vais dire, tu vas avancer sur l'axe de Y, par exemple, de 0,1. Hein? Alors si je ne me trompe pas, 100 fois 0,1, ça fait 10. Alors, on va regarder, on va lancer, tout simplement, hein, on lance la timeline. Ding. Regardez. Vous voyez mon petit cube, il avance, boum. Et il va jusqu'à 100. Hein, si j'avance à la main, vous voyez, il va jusqu'à 100. Voilà. Bing. Voilà. Et voilà. Donc vous voyez, comme ça, c'est comme ça que fonctionne la boucle dans Blender. Alors on va voir, bien sûr, une application plus compliquée, mais le principe de base est celui-là. Alors, dans cette première partie de l'exemple, on va essayer de partir d'un plan. Donc, vous voyez, ici, je vais déjà faire ça. X, delete, Shift A, Mesh, Plane. Voilà. Et maintenant, on va essayer, disons, de faire une structure double sur ce plan, dans le sens où on aimerait bien le faire monter jusqu'à une certaine hauteur et qui s'arrête. D'accord? Indépendamment du nombre de frames qu'on a mis ici. Hein, parce que je vous rappelle que le pilote des boucles, c'est les frames. D'accord? Donc, on va essayer de faire ce qu'on appelle imbriquer un conditionnel dans une boucle. Alors pour ça, je vous ai fait un petit algorithme. Ici, je vais augmenter peut-être un peu la taille. Oh, non, parce que sinon, on ne voit plus rien. Voilà. Donc on va prendre notre objet plane. Vous voyez, on va initier le compteur de frame
0, ce qui correspondra dans Blender à mettre en gros les frames à 0. Je vais essayer de remonter pour qu'on voit les frames. Voilà, on va les mettre là, pouf, on les met à 0. Et puis, avec le node de simulation, on va avoir donc un début de simulation et ici un output de simulation. D'accord? Et dans ce truc, ce qui se pose comme question, c'est est-ce que le compteur de frame est inférieur au maximum que je vais mettre fixé, par exemple 250, ça n'a pas d'importance, il faut que ça soit assez grand. Voilà. Alors, à partir de ça, à l'intérieur de la partie qui va être vraie, je vais récupérer la cote Z de mon objet plane. Comme il est horizontal, il suffira que je repère la cote d'un de ses vertices. Et puis, je vais comparer cette cote avec, par exemple, un nombre que je vais me choisir, 4. Et je vais dire, est-ce que Z est plus petit que 4? Si c'est vrai, je continue à monter. Si c'est faux, eh bien, je vais... Alors, continuer à monter, ça veut dire augmenter la frame de 1 et tourner ici. Et si Z n'est pas plus petit que 4, je fais rien. D'accord? Et je continue à augmenter jusqu'à ce que, évidemment, en tournant en coordonnée Z, va toujours être pas plus petit que 4, il va s'immobiliser, l'objet va être immobile, et quand j'arriverai à la fin des frames, je sortirai. D'accord? J'espère avoir été assez clair pour exprimer l'objectif du travail. Alors maintenant, comment ça va se passer sur les Geometric Nodes? Eh bien, on va faire la chose suivante. On va déjà mettre en place notre boucle dans les Geometric Nodes. D'accord? Donc pour ça, on va déjà se donner une arborescence. D'accord? Donc sur le plane. Voilà. Notre mobile, enfin notre mobile, oui, c'est notre mobile. Ça va être la géométrie, le groupe input, là, la géométrie input. Et puis, je vais mettre, bien sûr, ma boucle en position. Enfin, je vais mettre le début et la fin. Alors, je vous rappelle, je vous ai conseillé simulation à output d'abord et simulation input. Hein, voilà. Alors, bon, j'ai éclairé un peu le fond des Geometric Nodes pour qu'on voit bien l'enveloppe de la boucle. Hein, vous voyez, là, on la voit bien. Alors, je voudrais avancer mon... Comment ça s'appelle faire une sorte d'embranchement, hein, où d'un côté, donc je vous rappelle, hein, je vais embrancher, d'un côté monter et de l'autre côté rien du tout. Donc, parce que ça marche à l'envers, il faut créer déjà les deux blocs avant de mettre le basculeur et l'évaluation du test. Alors, je vais donc Shift à insérer. Déjà, regardez, je mets Shift et avec ma souris, je vais appuyer sur le bouton droite. J'ai un peu de mal. Voilà. Et je vais faire ici un point d'entrée que je peux déplacer avec G. Pardon, G. Voilà. Ça va me permettre de faire des bifurcations possibles. Donc là, je vais faire la branche qui va faire monter comment on pourrait dire, mon cube. Shift A. Donc géométrie, transforme, ici, poum. Je vais brancher ma géométrie, cloc. Évidemment, l'enveloppe englobe automatiquement le reste. Je vais remonter ça un peu pour qu'on voit bien ce qui se passe en dessous. Voilà, c'est pas facile, hein, petit écran, je le dis souvent, mais c'est vrai que pour faire une vidéo qui soit lisible, alors je vais essayer de redéplacer tout, voilà. Voilà. Et là, monter, ça veut dire incrément. Augmenter, pardon, le mot m'a échappé. On dit incrémenter, hein, théoriquement. On va augmenter, on va monter de, non pas sur l'axe des X, 0, sur l'axe Z. D'accord? Donc ici, point 1. Alors, on peut vérifier qu'effectivement, ça marche.
regardez, si j'insère maintenant horizontal split ma timeline, oula, timeline, où est-ce qu'elle est, voilà. 250, ça n'a pas d'importance, hein. On verra tout à l'heure que, eh bien, si je fais avancer, vous voyez, elle monte. Et là, elle va monter 250 fois 0,1. D'accord? C'est-à-dire 25 en gros. Alors, maintenant, c'est là que je vais essayer de brancher, de faire un autre calcul en parallèle qui va me calculer la cote pour que, hein, je vous rappelle l'idée. Donc je viens de faire la branche montée, il faut que je fasse maintenant récupérer la cote de fer et faire ce comparatif-là de telle manière à pouvoir brancher l'ensemble. Donc, il faut que j'aille chercher la position, donc Shift A, Input Position, la position donc de mon plan, d'accord, que j'en extrais, parce que là en réalité j'ai un flux, hein, c'est-à-dire j'ai les positions de tous les vertices, de toutes les faces et ainsi de suite. Donc ce que je vais faire une extraction avec un sample. Alors je crois qu'il est dans géométrie sample index, voilà. Je vais extraire donc un vecteur, puisque je veux une position très spécifique, qui va me donner un point, d'accord? De quoi? De value, et ici de cette géométrie-là, c'est-à-dire de la géométrie que je viens de transformer, d'accord? Et cette valeur, théoriquement, c'est le Z, c'est le calcul du Z, hein. C'est récupérer le Z du plane. Et là, je vais comparer Z à, par exemple, 4, ça n'a pas d'importance. Mais, je vous signale que là, j'ai un vecteur qui s'appelle x, y, z. Et là, il faut donc que je sépare, non, c'est vecteur, je crois. Separate x, y, z. Voilà. Boum. Là, je vais pouvoir récupérer effectivement z, que je vais comparer. Shift A compare, donc utilité compare, less est plus petit que, less than, par exemple je vais choisir 4, pourquoi pas, 4, ah, ça n'a pas marqué, encore quelque chose, ah oui j'ai appuyé sur majuscule sans le voir, 4, voilà. Est-ce que z est plus petit que 4? Eh bien, si la réponse est oui, là, je vais pouvoir arriver devant mon switch et brancher les réponses oui et les réponses non, qui vont sortir sur ma simulation. Donc, Shift A, je vais faire utilitaire switch. Voilà. Là, je branche le résultat de mon travail. Si c'est faux, d'après ce que j'ai dit, je fais rien, c'est-à-dire je repars de la géométrie initiale. D'accord? Et si c'est faux, justement, je branche la géométrie transformée. D'accord? Et là, boum, je renvoie le résultat. D'accord? Alors on va voir si ça marche. On va essayer de voir ça, c'est toujours ces petits espaces. Alors on va voir, on va lancer. Et vous voyez, il s'est arrêté. Si je regarde deux profils, X, vous voyez, il s'est arrêté à 1, 2, 3, 4 unités Blender. Je refais. Maintenant vous voyez. Et la boucle, vous voyez, continue à s'exécuter. Mais, si j'ose dire, le plan s'en fout. D'accord? Donc voilà la première partie réalisée. Vous voyez comment on peut brancher un conditionnel. Alors, ça peut être utile, hein. Ça peut être utile dans le sens où vous parcourez une file. Une file, c'est une suite d'objets qui se suivent avec un pointeur, hein. Et vous cherchez un objet très spécifique, hein. Le test ici s'arrêtait à 4, ça correspondrait à j'ai trouvé ce test-là.
dans un deuxième temps, j'aimerais essayer de vous montrer quelque chose qui peut être vraiment utile, parce que là on atteint des profondeurs presque de la programmation à l'état pur, parce que en programmation on manipule des variables en plus de ça, hein, parce que là bon, on a les boucles, mais a priori on voit pas trop, enfin on voit un petit peu, on les voit apparaître dans le test là par exemple, mais on peut créer nous-mêmes des variables à l'intérieur. Vous allez voir, c'est quelque chose qu'on appelle les attributes. Alors, une idée simple, c'est pas d'un intérêt fondamental, mais par rapport à notre programmatique, mais ça va vous montrer comment on peut utiliser des choses qui peuvent être, que vous pouvez trouver très intéressantes. Hein. On aimerait pouvoir faire afficher à la fin, par exemple, le nombre de pas, le nombre d'itérations qu'a fait mon plan pour arriver à la cote 4, par exemple. Hein. C'est-à-dire, bon, on peut le prévoir hein, en divisant, bref, peu importe. Hein. Mais là, on voudrait bêtement le faire apparaître numériquement sur l'écran, hein, l'écran 3D qui est ici. Alors, comment faire? Et bien pour ça, on va faire intervenir justement une variable. Alors, les variables, ça s'appelle, enfin, ce qui joue le rôle des variables, c'est ce qu'on appelle les attributs. Les attributs, alors c'est pas trop évident à comprendre au début, mais les attributs, c'est un champ, hein, c'est-à-dire une liste de valeurs qui sont nommées et qui sont généralement associées à une géométrie, hein, qui sont plaquées sur une géométrie. Par exemple, prenons tout de suite un exemple. J'ai une instruction qui consiste à stocker une information, on va appeler ça comme ça s'appelle store name attribut, le résultat, un certain résultat, qui peut être numérique, booléen, autre chose, enfin des valeurs simples, est stocké dans un attribut nommé d'une géométrie. C'est-à-dire que, en gros, ça va être stocké par exemple sur les vertices d'une géométrie. Alors, store animated, j'ai du mal à le dire, store name attribut. Alors, je vais prendre un float et je vais le stocker. Alors, je pourrais le stocker sur les points. Mais ici, il y a quelque chose. Parce que si je le stocke sur les points, je vais hésiter. Il y a 4 points, lequel je récupère. Bon, ben, je vais pas m'embêter. Mais vous verrez qu'en réalité, je me débrouille pour vous montrer comment on fait, même quand il y a des points. Mais on va commencer par phase. Comme il n'y en a qu'une seule, ça va. Et puis, je vais lui donner un nom. Alors, je vais lui marquer, trouve. Hein, le plus simple. Puisque bon, et puis maintenant, je vais lui donner une valeur au début. Bon, comme j'ai choisi un float, hein, c'est une valeur numérique, je mets 0. D'accord? Bon. Alors au début, elle vaut 0. Quoi. Mais ce que je voudrais, c'est qu'à chaque itération, hein, à chaque fois que le programme se relance, eh bien, j'ajoute à mon attribut la valeur 1 pour qu'à la fin, quand je sors, eh ben, je sache exactement quand est-ce que je me suis arrêté. En avançant, bien sûr, dans la zone avancée. Donc je vais travailler sur cette branche-là, c'est-à-dire sur la branche qui correspond à true, à vrai, pardon, oh, c'est pareil. Alors, comment je vais faire? Eh bien, je vais aller chercher ma valeur, mon attribut. Alors, je crois, name, je ne sais plus où il est. Bon, je vais le mettre, je ne vais pas perdre de temps. Name de attribut permet justement de récupérer le contenu. L'autre instruction, c'était de stocker, là, mais là, c'est d'aller le chercher. Donc, je vérifie que c'est bien un float, et puis je vais mettre son nom. Et vous voyez que, alors là, n'apparaît pas. Mais, si je suis malin et que j'exécute ne serait-ce que quelques pas, hein, mais c'est simplement pour, vous allez voir, pour faire mémoriser à la machine que j'ai créé un attribut. Et bien, là, quand je clique, regardez, hop, true apparaît. Et donc, j'ai simplement à cliquer dessus parce qu'elle sait automatiquement que c'est un attribut. D'accord? Hein? Donc, vous faites une petite exécution qui ne sert pratiquement à rien, si ce n'est à ça, à créer cet attribut. Et puis, cet attribut, donc, que j'ai là,
qui va sortir ici, sous une valeur numérique, je vais lui faire un add. Je vais lui ajouter 1. Donc je vais faire utilities, mat, toc, je prends mon attribut ici, je lui fais value, et puis je lui ajoute 1. Et puis maintenant, pour ne pas perdre cette valeur-là, il faut que je le restocke, enfin que je le réenregistre sur la liste de la géométrie de mon objet. Donc je vais faire un Shift A Store. Donc, je ne sais pas où il est. Si, il est dans l'attribut. Là, je suis mauvais. Là, Shift A Store Attribute. Store Attribute. Voilà. Donc, ici, Bloom, je prends ma géométrie. D'accord. Float point, ça marche bien, ça. Et je vais chercher ips. Ah ben là, si ben non, si je mets pas value. Non, pas sur name, value, d'accord. Et là, bon bah je vais marquer trouve. Ah, je ne trouve pas justement. Face. Ah non, mais c'est sur face, pardon. Face. Non, bah toujours pas. Ben, c'est marrant ça. Bon, je vais marquer à la main. Non, c'est trouve. Trouve. Voilà. D'accord. Donc, je vous rappelle, j'ai été le chercher, je l'ai augmenté de 1, et je le restocke. Toujours sur la face de la géométrie. Et bien sûr, ça, c'est ce qui va remplacer ma sortie. D'accord? Alors maintenant, bien sûr, il faut qu'à la fin, je récupère mon name attribute et que j'aille l'afficher. Alors on va essayer. Je vous rappelle que c'est une idée simple. Hein. On prend le name attribute, Shift A name. Je ne sais toujours pas où il est, name attribute. Search. Named attribute. D'accord. Voilà. Alors, bon, ici, ben là, il apparaît trouve. D'accord. Alors je vais le prendre. Alors là, il y a une petite vacherie. Parce que j'aurais tendance à dire, je vais le transformer. Bon, l'habitude, hein, quand je veux afficher un nombre en vue 3D ici, je vous rappelle, on le convertit d'abord en string, et ensuite de string en curve, et ensuite on l'affiche. Donc Shift A, on va faire, vous allez voir, le petit ennui, value, parce qu'on ne fait pas attention toujours, value to string. Si je fais ça, value to string, et que je mets mon attribut ici, value to string, boom, rouge. Ah, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'en réalité, mon name attribute est stocké sur la face sous forme d'une liste. Il faut donc, c'est une structure qui est indexée par des index. Et donc, il faut que j'extrais de cette structure une index. Eh bien, c'est ce que je vais faire avec Shift A. La géométrie simple, je l'ai pas, je sais pas où il est simple. Je trouve pas. Je sais pas, bon, simple, tant pis. Simple index. Simple index, voilà. Donc c'est bien un attribut qui est un float, qui est stocké sur la géométrie qui est là. Voilà. Et je vais le récupérer ici sous forme de value. Et cette fois, vous voyez que ça marche. Il l'accepte parce qu'il a extrait des points. Hein. Donc ici, c'est bien le floating value et ici, c'est bien attribute on. Hein. L'attribut est sur les points. Non, sur les faces, pardon, excusez-moi. Oui, parce que ça marche aussi sur les points, mais sur les faces, d'accord? Et je mets l'index à 0 parce que, bon, il n'y a qu'une face, hein, on verra. Alors maintenant, value to string marchant, je vais pouvoir peut-être afficher correctement les choses. Donc, je vais faire search string to curve. String to curve, voilà.
boum, et là, je vais mettre aussi un transform pour positionner au mieux l'affichage. Hein. C'est des trucs, bon, je l'ai déjà employé dans d'autres circonstances. Et puis, je vais aussi ajouter un join geometry pour pouvoir voir les deux simultanément. Bon, ça peut paraître compliqué, mais c'est quand même assez génial. Hein. Parce que là, on manipule vraiment des objets comme de la programmation ordinaire. Alors, je vais chercher où est mon objet pour ça. Voilà. Non, si je grossis pas. Ouais, vous voyez, le 0, il est là. Donc, je vais me placer un petit peu comme ça. Je vais déplacer sur l'axe des X. Voilà. Et je vais peut-être... Non, je vais le laisser comme ça. Et puis, je vais faire peut-être un full... Je vais peut-être le remplir pour le voir autrement qu'en wireframe. Shift. Ça, c'est embêtant. Quand on clique dedans, il se remet à la position ici. Donc, Shift à Fill. Voilà. Et là, théoriquement, si je me mets, voilà, j'ai les deux qui s'affichent correctement, je peux faire une légère rotation sur l'axe des X qui permettrait de voir un peu mieux les valeurs. Voilà. Alors, on va essayer, on va lancer, on va voir ce qui se passe. Regardez, hop, tac, tac, tac. Et voilà, il s'arrête. Ah, 49, 39. Ah, il est parti de 0, ça fait 40. Bon, là, tout. Bon, là, il se remet à 1, vous ne m'expliquerez pas pourquoi. En gros, ne regardez pas ce qui se passe au début. Voilà, 40. Hein. D'accord. Donc, on sait qu'il s'est arrêté au bout de 40 pas. Hein, même si la boucle continue. Alors, bien sûr, si je change la valeur, ça marche aussi. Hein, si je mets 5, par exemple. 5, voilà. Je lance. 50. Vous voyez, ça marche bien. Hein. Donc vous avez un exemple ici de manipulation de variables qui est assez intéressant, qui utilise les attributs nommés qui sont affectés sur la géométrie de référence, hein, c'est-à-dire la géométrie de base ici. Et ici, comme je l'ai mis sur les faces, bon, il n'y a pas trop de problème, mais on peut très bien le mettre sur les points. D'ailleurs, je crois même que je peux transformer le programme sans trop de difficulté en mettant point. Regardez, si je mets point, ça ne va pas grand changer quoi que ce soit. Point. Et ici, je repars. Regardez. Regardez. Ça marche très bien aussi. Mais faut pas, là, je suis obligé. Cette chose-là est beaucoup plus justifiée encore, parce que là, il y a 4 vertices. Il faut bien que j'en choisisse. Là, j'ai choisi le vertice 0. D'accord. Voilà. Alors après bien des recherches sur le géométrie proximité, j'ai trouvé un auteur qui est un Blender Pro, enfin qui s'appelle Blender Pro, qui a fait, je donnerai l'adresse dans les commentaires, qui a fait un petit tuto qui a validé un petit peu ce que je pensais et qui m'a permis de faire une simulation pour expliquer véritablement comment ça marche, ces fameux tutos géométrie proximité. Voilà. Alors voici un schéma. Donc ici on a pris comme exemple une configuration où j'ai dans le plan 3D View un plane, hein, comme c'est marqué ici. Les vertex de ce plane sont donnés par leurs index, ici 0, 1, 0, 1, 2, 3. Et puis en regard, j'ai un point, c'est-à-dire un point au sens des proxys, des géométriques nodes de Blender, c'est-à-dire un objet qui est simplement 3 coordonnées. Voilà. Et ce point, je le balade par rapport à ce plan-là. D'accord. Et je désire regarder ce que représente si je branche le point sur target, qui est cible, enfin pour moi c'est très mal dit. Et d'autre part, ici en connectant sur source position les points du plane. D'accord. Enfin, les vertices du plane, les vertices indexés.
C'est-à-dire ici, vous voyez ce que c'est, les vertices indexés, c'est une index et une coordonnée de point. Vous ne vous préoccupez pas de ça pour l'instant. Alors que fait le Geometric Nodes lorsqu'on le met sur l'option point? Eh bien, il va calculer les distances les plus courtes entre ce premier vertex, ce point-là, ce deuxième vertex, ce point-là, ce deuxième, troisième vertex, ce point-là, et ainsi de suite. Et muni de ces 4 distances, il va les ajouter dans la liste qui est associée à position. C'est-à-dire, il va ajouter une colonne, si j'ose dire, pour chaque index qui représente la distance dn, c'est-à-dire ici, par exemple, pour l'index 0, vous avez la distance d0, pour la distance d1, ici d2 et ici d3. Et il met cette distance-là. Alors évidemment, c'est simple ici dans un cas où il y a un point, parce que la distance la plus courte, c'est forcément la distance qui relie cet objet-là à cet objet-là. D'accord ? On verra peut-être par la suite ce qui se passe avec un objet à plusieurs, ici si on met une target avec plusieurs vertices par exemple. Bon. Alors, maintenant qu'est-ce qui sort d'un truc comme ça? Eh bien ce qui sort, ça va être tout simplement la liste indexée par les index des vertices des distances. C'est-à-dire ce n'est pas une seule distance comme le montre un peu d'une manière trompeuse le viewer, mais une suite de distances. Ici, par exemple, vous avez 4 distances qui sont données ici. Et on va voir sur une simulation que j'ai faite que ces distances, bon, elles peuvent être les mêmes si le point est bien réparti, mais si il se déplace, si on le déplace, et bien évidemment les distances ne vont plus être les mêmes. Alors, on va voir ça dans l'application Blender où j'ai fait voilà une simulation. Alors vous retrouvez votre point, enfin notre point, voilà, le plane. Ici vous avez le géométrique, enfin les deux géométriques nodes qui commandent le point mobile. C'est-à-dire ici, je donne les déplacements. Par exemple, vous voyez ici, je fais varier la hauteur. Et évidemment, ça change. Alors 2,4, pourquoi ça ne correspond pas ici à 2? Tout simplement parce que la distance, c'est entre ce point-là et ces vertex-là. On va voir pourquoi. Alors en dessous, vous avez le plan et ses vertices, indexés. Ici, vous avez le calcul de la distance du point par rapport à ces 4 vertices, qui va sortir ici sous la forme d'une liste de 4, enfin indexée par les index des vertices. Sur chaque vertice, en gros, va être stockée la distance qui le sépare du point. Et ensuite, toute cette partie-là, bon, c'est un petit peu, vous avez l'habitude maintenant, on prend une valeur et on la transforme en string et on l'affiche. D'accord ? Et ça donne ceci. Alors vous voyez, j'ai 2,4 ici. Si je change ici, parce que en réalité, ce que j'ai fait, c'est j'ai extrait une distance d'index, enfin celle qui correspond à l'index 0. Si je passe à l'index 1, c'est la même, vous voyez, ça ne bouge pas. C'est normal, puisque le point est situé. Mais si je déplace horizontalement le point, la distance entre ces entre les vertices, les 4 vertices et le point va changer. C'est-à-dire, je vais déplacer, par exemple, horizontalement sur l'axe des X. Par exemple, je vais mettre 1 ici, sur l'axe des X. Regardez ce qui se passe. Alors là, alors je vais remettre l'index ici à 0. Alors, pour l'index 0, la distance est 3. Si maintenant je passe à l'index 1, alors 0, 1, c'est celui-là, j'ai 2,2. Si je passe à 2, j'ai 3. Et si je passe à 3, j'ai 2,2. Donc vous voyez que chacun des vertices va réagir différemment. Et si je déplace encore par rapport à l'axe des Y de 1, cette fois les distances vont plus être du tout les mêmes. Je repasse à 0. Voilà. Alors vous voyez, j'ai 3,5 pour le vertex 0. Ensuite 2,8 pour le vertex 1. Pour le vertex 2, j'ai 2,8 aussi.
et pour le vertex 3, j'ai 2. Et bien évidemment, si je vais plus loin, j'ai 0, puisque ça n'existe pas, il n'y a pas d'index, c'est 0. Et donc vous voyez bien que l'intuition que j'avais de sélectionner disons, la valeur de la distance qui m'intéressait par rapport à l'index des points était correcte. Donc vous avez toujours, vous avez bien ce schéma que je vous ai proposé, c'est-à-dire le fait que les distances sont stockées pour chaque index sur le vertice correspondant. Bien sûr, s'il y a point, s'il y a face, c'est stocké à côté des faces. D'accord ? Voilà.